Monsieur, bonsoir. Présidentielle 2018, c'est votre émission spécialement consacrée à ce processus. Le processus électoral qui conduira à l'élection du président de la République le 12 octobre prochain. À un peu plus de 2 mois de cette élection, donc, les regards sont définitivement braqués sur les décisions du Conseil constitutionnel dans le cadre du contentieux préélectoral. Plusieurs requêtes ont été rejetées, certaines candidatures invalidées et des conflits internes à certains partis politiques sont venus troubler la lecture du processus. Au centre des discussions, la question de l'équité du scrutin. Peut-on encore parler de compétition ouverte? Les règles du jeu sont-elles respectées par tous? Le délibéré de l'affaire Manidem, entre autres, cristallise ces inquiétudes. Ce soir, nous tenterons d'en parler, d'en comprendre les enjeux politiques, en regardant comment ces décisions influencent qui sait peut-être la sincérité et l'équilibre du processus. Nos invités sont déjà là, mais le temps pour moi de rapidement rappeler le thème tel qu'il est formulé. Contentieux préélectoral, enjeu pour une élection équitable. Paul Youm, bonsoir. Bonsoir Dipta Tongo, bonsoir aux téléspectateurs de ce programme pour l'élection présidentielle à venir. Heureux de présenter l'Alliance des forces progressistes et le groupe de Douala sur votre plateau. Je sais bien, j'ai failli le dire après, vous êtes de l'AFP donc, l'AFP de Sambaka, qui par ailleurs, vous l'avez aussi dit, est partie prenante au groupe de Douala, cette initiative d'acteurs politiques pour un candidat consensuel. Je dis bonsoir à Mathurin Biol du SDF. Bonsoir Dipta Tongo, merci pour l'invitation et bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Sylvain Mika, je le vois déjà dans les coulisses, il sera sur le plateau d'un moment à l'autre, il est du RDPC, il va nous rejoindre. D'autant pour moi de vous rappeler, chers invités, que vous pourrez débattre avec nous en envoyant vos messages en direct par WhatsApp au 673 65 75 55. Le numéro est affiché au bas du petit écran et vos messages seront lus à la fin de l'émission. On prend la transition et on regarde quelques reportages derrière que je vais annoncer. Retournons donc du côté de la régie avec Adonis Yamen qui en réalise les éléments, Ce sera pour prendre ce premier reportage, revenir sur les temps forts du contentieux électoral tel que vécu hier, contentieux préélectoral tel que vécu hier en audience au Palais des Congrès où siège le Conseil constitutionnel. Reportage. Ce sont 35 dossiers en cours d'étude par les 11 membres du Conseil constitutionnel. C'est la moitié des candidats recalés à la présidentielle du 12 octobre 2025 par le Conseil électoral. Pour la grande majorité, les recours concernent une demande de réhabilitation des dossiers rejetés. Dans ce lot, entre autres, le candidat du Manidem, le professeur Maurice Kamto. Il est reproché au parti d'avoir investi 2 candidats, à savoir le professeur et Dieudonné Yebga, ou encore Abdourahmane Amadou Baba, Baebek Jean, Yamtimba Dominique, dont les dossiers ont été rejetés pour pluralité de candidatures de l'UPC. Un autre lot, c'est celui de ceux qui vont devoir défendre leur candidature attaquée par des tiers. Dans ce registre, le président sortant, Paul Biya, dont le dossier devrait être irrecevable à cette élection présidentielle, selon Léon Taylor Onana, Kisokbet et Bello Yaya. Robert Kona tente également d'obtenir une invalidation de la candidature de Cabral Libi à ce scrutin, ou encore Christiane Moulende qui choisit de s'attaquer au candidat déjà retenu par Elikam, Hilaire Zipan. On a fait là le point des audiences d'hier qui est encore en instance. Affaire qu'on a PCNC bouclé désormais. Cabral Libi est confirmé comme candidat de ce parti. Évidemment, l'affaire Manidem, Maurice Kamto aussi contre Elikam et Minat, bouclé. Les requêtes ont été rejetées. Le professeur Maurice Kamto ne sera donc pas candidat à cette élection. La suite se poursuit évidemment, puisque le Conseil continue ses audiences. Je dis bonsoir à Sylvain Mika qui nous a rejoint.
Bonsoir, M. Dipita, bonsoir, mes co-discutants, bonsoir à vos millions de téléspectateurs, bonsoir à tous mes camarades qui sont de par la République sur les plateaux pour porter la voix de notre parti, le RDPC. Sylvain Mika qui représente le RDPC, il a dit. Deuxième reportage, c'est de vous remettre à nouveau dans le bain de ces audiences, comprendre le rôle, les enjeux et le pouvoir du Conseil constitutionnel dans ce processus électoral. Orient Duncan. La star du jour et même peut-être des jours à venir, c'est le Conseil constitutionnel. À l'approche de la présidentielle du 12 octobre 2025, les regards sont tournés vers cette juridiction gardienne de la régularité du jeu électoral, notamment à travers le traitement du contentieux préélectoral. Le Conseil constitutionnel est créé par la Constitution de 1996 et officiellement mis en place en 2018. Il est la plus haute juridiction en matière constitutionnelle. Il veille à la conformité des lois, proclame les résultats des élections présidentielles et des référendums, mais surtout en période électorale, il tranche les litiges liés à la régularité du processus. En d'autres termes, lorsqu'un citoyen, un candidat ou un parti politique estime que ses droits ont été bafoués dans le cadre du processus électoral, que ce soit par une irrégularité dans l'établissement des listes électorales, la publication des candidatures ou tout autre manquement à la loi électorale, il peut saisir le Conseil constitutionnel. Généralement, dans les 72 heures suivant la publication officielle des actes contestés, le Conseil siège en audience publique pour examiner chaque cas. Ici, l'impartialité, la transparence et l'équité sont des éléments cruciaux pour préserver la paix sociale. Les parties concernées durant les audiences exposent leurs arguments devant les membres du Conseil qui mettent l'affaire en délibéré après leurs différentes questions. Aux décisions rendues par le Conseil constitutionnel, aucun recours n'est plus possible. Je voudrais également annoncer qu'à côté des invités sur le plateau, on aura d'un moment à l'autre Maître Patrice Oum, qui est l'avocat conseil de Dieudonné Yebga dans l'affaire qui était en audience au Conseil constitutionnel. Il est l'un des deux. Il va donc intervenir d'un moment à l'autre. On aura, on l'espère également, Maître Moustapha Ngwana, de l'autre côté, qui est l'avocat de la partie Manidem. Cher monsieur, peut-être avant de prendre nos invités au téléphone, on va commencer avec Maître Oum dans quelques minutes. Je voudrais vos réactions sur déjà les décisions globalement telles qu'elles sont annoncées au fur et à mesure que le Conseil tient ses audiences, mais singulièrement les décisions d'aujourd'hui, le rejet de la candidature de Dieudonné Yebga, il faut aussi le dire, et de celle de Maurice Kamto dans ce processus. On commence peut-être avec vous, Paul Eyoum. Déjà, le Conseil constitutionnel, vous savez, cette institution de la République, comme le reportage d'Orient donc l'a dit, c'est elle qui revient en dernier ressort par rapport aux dossiers de candidature qui ont été présentés, qui ont peut-être été rejetés ou acceptés par les CAM, parce que les gens pensent qu'on va seulement au Conseil constitutionnel parce qu'une candidature a été rejetée. On y va aussi parce qu'une candidature a été acceptée. Le cas, par exemple, du MP, qui a un dossier, le cas du PCN de Cabral-Libé, où il y a eu un recours à partir de Robert Kona. Donc le Conseil constitutionnel s'est saisi des dossiers. Il y a eu hier, nous avons assisté à 5 heures de débat dans le cadre de l'affaire du Manidem, qui était une affaire plutôt, c'était assez prévisible, parce que lorsqu'on prend les contentieux, notamment de 2020 pour le cas de l'UPC qui s'est retrouvé au contentieux, pour un cas de pluralité d'investiture, on avait eu une sentence identique à celle qui était donnée aujourd'hui au Manidem, à l'UPC et aussi au MPCN. Mais seulement pour le cas du Manidem, il y a un détail qui était important, qu'il fallait tout au moins relever. C'était le fait que là-bas, il y a une bataille de leadership, mais toutes ces années, on n'entendait pas parler. Et subitement, lorsque le Manidem a déposé la candidature du professeur Maurice Kamto, il y a Dieudonné Yebga, qui se réclame président du parti aussi, qui est venu déposer sa candidature. Donc, on est passé d'un dossier de pluralité de candidature pour entrer même dans un dossier de contestation
de leadership du parti. Or, c'est une des choses justement qui, malheureusement, n'est pas souvent du ressort du Conseil constitutionnel, car c'est généralement jusqu'à la Chambre administrative de la Cour suprême où on règle ce genre d'affaires. C'est d'ailleurs pourquoi vous avez vu Cabral Libby, dans le cadre de l'affaire du PCN, Cabral Libby a tout fait pour tenir le congrès du PCN à Kola Famba, avoir les décisions de justice en sa faveur. C'est d'ailleurs pourquoi son cas et le cas, par exemple, du ministre Chiroma ont été beaucoup plus faciles à gérer. Or, le cas du Manidem, hier, lors des débats, chaque parti est venu amener ses éléments. Maintenant, il faut choisir un candidat. Or, le Conseil constitutionnel se retrouve au but à un niveau. C'est que si dans le cadre du Manidem, il choisit un candidat, dans le cadre de l'UPC et le cadre du MPCN, obligatoirement, il devait aussi choisir un candidat. Et là, c'est déjà, entre guillemets, une introduction dans les affaires internes d'un parti. Donc, c'est totalement injuste pour le cas du professeur Kamto. Mais maintenant, est-ce que cela veut dire que le Conseil constitutionnel n'a pas fait son travail? Ça, on ne peut pas le dire, c'est injuste, c'est vrai, mais il faudrait qu'on prenne aussi tous ces cas de jurisprudence, qu'on essaye de voir comment on peut évoluer. Et je chute en disant qu'il faut quand même reconnaître une chose, tous les partis politiques qui sont organisés de manière structurelle, par leur fonctionnement, n'ont pas eu de problème. D'accord. C'est les partis politiques qui, justement, avaient soit des problèmes qui étaient, depuis qu'ils étaient dans le parti, des problèmes de leadership qui se sont retrouvés en difficulté. J'ai compris. Sylvain Mika, vous partagez le même point. Bon, moi, à mon avis, nous avons suivi avec beaucoup de circonspection les débats hier au Conseil constitutionnel, si c'est le cas. Bon, dire que je suis du même avis que mon co-discutant, j'ai une autre vue de cette situation parce que nous avons le rejet, tant que relais du professeur Maurice Kamto, candidat du Manidem. Donc, mon co-discutant, monsieur, il me dit être injuste, mais que le Conseil constitutionnel a dû faire son travail. Donc, il dit une chose et son contraire. Comment une décision peut être injuste et dire que le Conseil constitutionnel a bien travaillé? Si le Conseil constitutionnel n'a pas bien travaillé, ça veut dire que monsieur Youm pourra nous donner des éléments plus approfondis tout à l'heure. Nous avons vu tout le processus d'abord d'investiture du candidat Manidem, qui d'abord nous a tenu à haleine pendant des mois sur les débats sur le mandat impératif nul, et qui nous a promis qu'au sortir de cette tractation et de cette démonstration juridico-politique, il pourra nous démontrer que le MRC pourra l'investir. Bon, au sortir de cette tractation, il s'est avéré que le PC et le MRC ne peuvent pas l'investir. Il a fallu donc trouver un candidat, un parti d'emprunt qu'il a donc trouvé, celui du Manidem. Mais sauf que il ne s'est pas assuré que ce parti aussi était exemple de toute querelle et de toute dissension interne, parce que c'est le cas, il faut qu'on le précise ici. Si la candidate du professeur Maurice Kamto a été rejetée, c'est... Je me permets de vous interrompre avec votre permission. On va tout de suite prendre en direct Maître Patrice Oum. Maître Patrice Oum, bonsoir. Maître Oum, je rappelle que vous êtes avocat conseil, vous avez intervenu au Conseil constitutionnel à l'audience pour parler au nom du candidat Dieudonné Yebga. D'abord, êtes-vous satisfait ou mécontent de la décision de rejet qui a été prononcée aujourd'hui? Je ne suis pas satisfait de la décision qui a été rendue parce que lorsque nous allions au Conseil constitutionnel et lorsque nous avons fait notre recours, c'était pour que la candidature de M. Yebga Dieudonné soit prise en compte. Et donc, en réalité, qu'on annule partiellement la résolution et qu'on permette à M. Yebga d'être candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre. D'accord. Alors, cela dit, c'est définitivement clos. Pour revenir peut-être sur les temps forts de cette audience, d'abord, dans quel état d'esprit avez-vous laissé votre client en politique? Il garde le cap, il est déçu? Il est déçu parce qu'il voulait bien que sa candidature soit acceptée et qu'il continue son travail parce que, voyez-vous, il n'a pas déposé sa candidature pour nuire à quiconque, mais en tant que membre du Manidem, investi par le Comité national de coordination,
il voulait bien que son aventure continue, mais il ne s'arrête pas là. Il est quand même serein, mais il ne s'arrête pas là. Donc, le Conseil ne vide pas la question dans le fond. Il ne s'arrête pas là. Ça veut dire que vous repartez au tribunal pour avoir gain de cause. Dieudonné Yebga redevient, du moins, va demander la défense de ses intérêts pour reprendre la tête du Manidem. Vous savez, il y a une jurisprudence du Conseil constitutionnel qui est claire d'ailleurs. Le Conseil constitutionnel ne rentre pas dans la gestion, le fonctionnement des associations privées. Et celles-ci relèvent des tribunaux judiciaires lorsqu'il y a problème entre les différentes parties. Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de dire tel est président, tel ne l'est pas. Il y a beaucoup de jurisprudence sur la question qui ont été prises par le Conseil constitutionnel. Donc, maintenant, pour éviter cette bagarre, parce que c'est une bagarre qu'on ne le veuille pas, il faudrait aujourd'hui que, malgré la décision du MINAT qui indique que nous sommes le président du Manidem, nous allons initier des procédures pour que nous rentrions dans nos droits. Parce que en 2017, lorsqu'on a été président du Manidem, il y a des personnes qui ont été exclues. Et ce sont ces personnes qui se sont organisées pour exclure un président élu. Donc nous allons initier des procédures afin que nos droits soient reconnus. Parce que si on reste à ne rien faire, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, nous tomberons dans les mêmes problèmes. Il faudrait que définitivement ce débat soit clos. Alors, peut-être, quels sont les arguments que vous avez évoqués au niveau du Conseil pour vous faire entendre? J'espère que je ne vais pas encore plaider tout à l'heure devant... Ah non, pas du tout, pas du tout. Mais je pense que nous avons estimé, parce que, vous savez, quand vous allez au Conseil, le Conseil vous exige que lorsque vous faites recours, vous devez présenter vos moyens de fait et les moyens de droit. Les moyens de fait, c'est-à-dire dire d'arrêt qu'est-ce qui s'est passé pour que, ou bien ce qui s'est passé afin que le conseil électoral rejette votre candidature comme la nôtre qui a été rejetée pour investiture multiple, plurielle. Alors, nous avons évoqué les faits. Nous sommes revenus sur le moyen des droits dans l'article 121 du Code électoral. Nous avons pris la peine de démontrer au Conseil constitutionnel que l'article 121 qui parle de l'investiture des partis politiques ne peut pas se comprendre seul. Il faut la combinaison de d'autres articles du Code électoral. Par exemple, il est indiqué dans le Code électoral que s'il y a un candidat investi par un parti politique décède, il doit être remplacé par un autre candidat. Absolument. Cela signifie tout simplement qu'un parti ne peut pas investir 2 candidats à l'élection présidentielle. C'était l'argument des autres qui estimaient qu'il n'y a pas de base légale qui a mené le Conseil électoral à rejeter notre candidature et celle investie par le Manidem. Et pour eux, il devrait avoir pluralité de candidatures. Donc, le Code électoral n'avait pas indiqué une disposition légale qui disait que lorsqu'il y a pluralité d'investiture, on doit rejeter les candidatures. J'ai estimé qu'on ne peut pas lire l'article 121 sans lire les autres articles du Code électoral qui sont multiples. C'est ce qu'on appelle la combinaison des articles. Donc voilà, c'était l'argument de droit. Il y a le second argument de droit que nous avons évoqué. Il était la violation des statuts et du règlement intérieur. Parce que, au Manidem, une personne physique, fut-il président, ne peut pas investir un candidat. Même s'il a une délégation
du comité national de coordination, comme nous l'appelions et que les autres l'appelaient comité national de direction, il faudrait que ce comité se réunisse. Pour se réunir, il faudrait qu'il y ait des convocations, soit de nos partis, et il faudrait qu'un procès verbal de la décision prise par le comité national soit indiqué pour donner mandat au président d'investir. Or, jusqu'à preuve de contraire, nous n'avons pas reçu ce document. Et en plus, lorsqu'on venait dans notre parti, était humanitaire 10. Donc pour que votre adhésion, que vous soyez membre du Maliden, il faudrait que votre adhésion soit validée par le même comité national de coordination. Voyez-vous donc, il y avait ces éléments de droit que nous avons évoqués et il y avait les éléments de fait. Et nous avons pris la jurisprudence qui nous disait que lorsqu'il y a deux investitures, lorsqu'il y a des problèmes sur la gestion, le leadership du parti, le Conseil constitutionnel rejette systématiquement les investitures qui ont été faites par, comment on appelle encore ça, le parti. En ce qui nous concerne, on a soutenu que nous avions l'investiture du Conseil national de coordination, contrairement à ce que les autres disaient, que nous avions signé notre investiture nous-mêmes. Ce que nous avons. Alors, peut-être quelques petits soucis, Maître Homme. Notre investiture que le Conseil constitutionnel indiquera que notre investiture est régulière et que c'est l'autre, c'est celle concernant l'autre. Voilà en quelque sorte ce que nous avons pris la peine d'expliquer au Conseil constitutionnel. Merci infiniment, Maître Patrice Homme. On ne va pas vous faire plaider plus longuement. Merci de cette... Vous dites? Je terminerai si vous le permettez. D'accord, allez-y. Je terminerai pour dire, nous lisons tellement de choses sur les réseaux sociaux. Deux fois, nous restons devant parce qu'on estime qu'il ne nous appartient pas d'expliquer à plusieurs citoyens qui ne maîtrisent pas la chose juridique. Mais il est souvent important, si vous n'avez pas des éléments qui vous permettent de faire une affirmation, il est impérieux, si vous avez le temps, d'assister aux audiences, d'écouter les personnes. Moi, j'ai été ravi d'assister au Conseil constitutionnel, de constater que cet organe, on donne la parole aux uns aux autres. On vous laisse parler, de fois au-delà même du rapport qui a été pris par le conseiller rapporteur, alors qu'en réalité, si on respecte la procédure, les us du Conseil constitutionnel, on devrait simplement s'en tenir au rapport qui fixe le cadre du dossier qu'on a devant soi. Donc je dis, c'est une expérience pour tout citoyen, pour tout juriste, qui a la chance d'y être, de venir voir comment ça se passe. Le droit ne se dit pas sur les réseaux sociaux, il se dit devant cet auguste cour qui, à mon humble avis, certes elle a à part faire, mais elle fait des efforts de dire le droit. Vous avez évoqué les réseaux sociaux, vous vous sentez en insécurité? Oui, je suis menacé partout. Je suis menacé par les gens qui estiment, ils m'empêchent même de me constituer dans un dossier, alors que la seule limite dans la constitution d'un avocat, c'est sa conscience. Et il y a des gens qui vous écrivent, qui vous menacent. Bon, vous savez, je fais que mon métier, je suis avocat, je ne suis pas membre de parti politique. Je suis avocat, pleinement avocat, je ne suis pas membre de parti politique et je fais mon travail, rien que mon travail. Je ne vous apprends rien. Les injures reçues de part et d'autre me laissent, comme on le dit de manière
trivial Blaise à 37. Je fais mon travail, c'est le travail d'avocat. Ceux qui sont avocats et membres de partis politiques, c'est leur choix. Mais moi, j'ai choisi d'être avocat. Je resterai avocat et je demeure avocat. Merci infiniment, Maître Oum Patrice. Merci de nous avoir accordé en exclusivité votre première réaction suite à la décision du Conseil constitutionnel. Merci de cette disponibilité également. Et bien sûr qu'on suivra tout ça pour la suite. Bonne soirée à vous. Merci. C'était donc Maître Patrice Oum, l'un des avocats constitués par Dieudonné Yebga, qui évidemment revient du Conseil constitutionnel. L'audience de cette journée d'hier, qui a connu le rejet des deux candidatures, portée, celle présentée par Dieudonné Yebga, en qualité de président du Manidem, et l'autre portée par Anissé Ekane, lui également candidat du Manidem. Cette autre candidature était celle de Maurice Kamto. On poursuit, excusez-moi, je vous ai interrompu. Vous aviez la parole et vous nous faisiez votre lecture de cette décision du Conseil constitutionnel. Oui, comme je le disais tout à l'heure, M. Lipita, c'était un dénouement prévisible parce que, au regard de la procédure d'investiture du candidat Kamto, principalement puisque celui dont son rejet est le plus querellé, nous pouvions déduire qu'à l'issue de cette audience, que sa candidature soit rejetée. Il ne fallait pas être un expert du droit constitutionnel, parce que nous avons vu tout ce qu'il y a eu autour de son investiture. Donc, je crois que le droit a été dit, tel que le maître Oum, qui était un acteur de plein pied, a confirmé tout à l'heure que le Conseil constitutionnel a donné vraiment la latitude aux uns et aux autres de donner leurs arguments de droit, de fait, pour défendre leur cause. Donc, après avoir examiné minutieusement ces dossiers, et il s'est avéré que les deux dossiers qui, notamment, étaient en position de dissension interne, et le Conseil constitutionnel ne pouvant pas se prononcer dans les affaires internes d'un parti, tout simplement, il y a ce que prévoit la loi, et même, Maître Oum l'a dit tout à l'heure, leur statut le prévoit, qu'en cas de dissension, et que devant un cours, on rejette carrément les candidatures. Donc, nous ne sommes pas très surpris, mais vous voyez en face, on avait quand même un candidat qui était téméraire, qui voulait aller jusqu'au bout pour voir en fait ce qui devait arriver, peut-être pour après se victimiser et instrumentaliser les populations. Mais ça ne passera pas. Nous voyons bien que la population, le peuple camerounais est très mature. D'accord. Et que le droit a été dit au vu, au su de tout le monde. Alors Mathurin, est-ce que ces décisions, dans l'ensemble, pas que celle d'aujourd'hui, on a commencé hier, il y a eu celle d'aujourd'hui, il y en a qui viendront puisque les audiences ne sont pas terminées, est-ce qu'elles pourraient avoir un impact sur la suite du processus? Évidemment, M. Dipita Tongo, ces décisions vont forcément avoir un impact. Je pense qu'il y a beaucoup qui sont déçus. Il y a beaucoup qui espéraient certainement présenter leur programme aux Camerounais. Et il y a des Camerounais qui s'attendaient, qui avaient un espoir, n'est-ce pas, de voir le candidat qu'ils soutenaient peut-être être reconnu comme valable pour candidater pour la présidence. Donc maintenant, ce sont les déceptions et je pense que, bien entendu, ceux-là auront peut-être à retourner leur mécontentement. Maître Moustapha Ngwana, bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment de nous recevoir au bout du fil. D'abord, votre première réaction après l'audience d'aujourd'hui, la décision, le délibéré du Conseil constitutionnel qui rejette les candidatures de Maurice Kamto et de Dieudonné Yebga. Allô? Oui, maître, vous êtes à l'antenne, on vous entend parfaitement. D'accord. Est-ce que vous pouvez... C'est moi qui ne vous entendais pas très bien. Alors là, maintenant, vous m'entendez? Je vous entends. Votre première réaction après le délibéré de ce jour au Palais des Congrès, délibéré fait par le Conseil constitutionnel sur le dossier Manidem. Bon,
je dois dire que je suis habité par la déception. Je suis habité par la déception parce que, au regard du travail que nous avons abattu, des éléments que nous avons fournis, et surtout des larges pouvoirs d'investigation dont dispose le Conseil constitutionnel, on s'attendait à ce qu'une décision puisse être rendue. Mais on a le sentiment que la phase du Conseil constitutionnel, dans le cadre de cette élection, on a le sentiment que la phase du Conseil constitutionnel est aujourd'hui une formalité. Parce que on se demande bien par quelle alchimie on arrive à une décision aussi ubuesque. Étant entendu que nous avons fourni au Conseil constitutionnel, comme je l'ai dit à l'instant, tous les éléments qui démontraient l'imposture de M. Yebba. Donc, en 2018, il me souvient que j'avais engagé un recours qui mettait en péril la candidature du RDPC dans la région de l'Ouest, dans le cadre des élections sénatoriales, si mes souvenirs sont bons. Alors, le Conseil constitutionnel avait en son temps renvoyé l'affaire pour faire convoquer un militant du RDPC de la région de l'Ouest. Donc, nous indiquions la double identité. Donc, à cette époque-là, comme il s'agissait du RDPC, je dois peut-être le dire aujourd'hui, une investigation a été menée par le Conseil et cette investigation a abouti à la validation de la candidature du RDPC puisque la question de la double identité a été levée après que les formalités qui ressortissaient du pouvoir du Conseil constitutionnel aient été vêtues. Donc je dois dire que je suis déçu en tant que citoyen camerounais, surtout qu'il est connu de tous que M. Yebba a été habité par une première volonté de nuire à la candidature de M. Maurice Kamto. Et il l'a fait certainement par inimitié et par vengeance pour son ancien camarade, M. Anissé Ekane. Et malheureusement, c'est le peuple camerounais dans son intégralité qui paye les pots cassés. Alors, cela dit en quelques mots, quels sont les arguments sur lesquels vous vous êtes fondé pour votre plaidoirie? Il faut dire que nous avons parce qu'il faut dire que M. Yebga et le RDPC nous ont tendu un piège. Ils ont tendu un piège parce qu'ils souhaitaient que nous puissions entrer de plein pied dans la question du fonctionnement du Manidem. Alors, nous avons très vite perçu l'affaire parce que le Conseil constitutionnel, de manière générale, se déclare incompétent pour parler des questions internes au fonctionnement des partis politiques. Alors, nous avons clairement indiqué au Conseil constitutionnel qu'il n'y avait pas une double investiture parce que on avait affaire à un tiers au Manidem. Donc, nous avons appelé à démontrer qu'il n'était pas militant du Manidem et ceci était prouvé par les documents. Le 2 juin 2018, le Manidem a tenu un congrès et au terme du congrès dont il s'agit, de manière tenu un congrès, et au terme du congrès dont il s'agit, M. Yebga Dieudonné et 3 autres militants du Manidem ont été exclus de la dite formation politique. La dite décision a été déchargée au cabinet du ministre et même au bureau du courrier en date du 6 juin. Le ministre a donné acte au Manidem en prenant une décision le 2 août 2018. Et au-delà de cette décision qui a été prise, il y a également une autre qu'il a pris auparavant dans laquelle il indiquait que 3 formations politiques étaient dirigées. Donc, je vais les citer, le CPP par M. Chitafon, l'UPC par M. Babapo et le Manidem par M. Anissé Ekane. Toutes ces décisions n'ont jamais été attaquées par M. Yebga et qui avait un délai de 3 mois pour pouvoir les attaquer. Au regard de la législation en vigueur, notamment l'article 17 de la loi numéro 2020-022, il ne l'a pas fait. Et de plus fort, en 2020, c'est M. Ekane qui a validé, qui a investi les différents candidats aux élections législatives municipales. Et M. Ekane l'a fait.
Et pas seulement ça, il faut également savoir que il est le seul interlocuteur de l'EPAM depuis 2018, c'est M. Ekaner, qui jusqu'à la date d'avril et juin 2025 recevait de manière régulière des courriers de l'EPAM qui établissait qu'il était le seul interlocuteur de l'EPAM. Et donc, il y a un autre argument massif que nous avons fait valoir, c'était celui de savoir la personne qui reçoit les subventions qui sont allouées aux partis politiques. Et en l'occurrence, la personne qui reçoit les subventions au Manidem. Alors, on a dit, alors que les subventions en question sont reçues par M. Ekane et que s'il y avait des doutes, le Conseil pouvait faire des investigations pour pouvoir en avoir le cœur net. Et les documents que M. Yega a produits, il a produit un document de 2017 avec lequel il peut avoir inscrit M. Anissé Ekane, ce qui est un document qui n'a pas de valeur. Il faut voir tout le PC de documents postérieurs aux 10 documents. C'est-à-dire que les documents de 2018, 2020, 2025, qui demandent que ceux-ci ont prégnance sur les documents de 2017 dont il se prévaut. Donc il y avait, comme je l'ai dit, une téméraire volonté de nuit, et il n'y avait aucun élément de l'autre côté qui pouvait justifier à ce que la décision qui a été rendue soit rendue. J'ai le sentiment qu'il y a une décision purement politique. D'accord. Alors cela dit, pour la suite, on va peut-être sortir par là. Anissé Ekane a-t-il l'intention de retourner au tribunal, donc faire valoir son droit de président du Manidem? J'avoue que pour le moment, je n'ai pas reçu mandat pour pouvoir répondre à une telle question, parce que je ne suis pas militant du Manidem, j'en étais l'avocat. Donc, M. Anissé Ekane est la personne la mieux indiquée pour pouvoir répondre à cette question. Et je suis sûr que, étant un homme qui est rompu au combat politique, il le dit lui-même depuis 72, 73, je crois, je pense qu'il ne va pas se laisser compter. Alors, Maurice Kamto, Anissé Ekane, au moment où vous vous sépariez tout à l'heure, quels étaient leurs états d'esprit? Vous savez, moi je suis avocat. C'est les questions de droit sont celles qui m'intéressent dans le cadre de cette procédure, donc je ne peux pas évidemment parler de l'état d'esprit des uns et des autres, si ce n'est la déception. La déception, mais surtout, je crois que la volonté de repartir à l'abordage. Merci infiniment, Maître Moustapha Ngwana. Merci de cette primeur que vous nous avez accordée à travers cette sortie pour permettre à nos téléspectateurs de bien comprendre ce qui s'est passé. Bonne soirée et bonne continuation. Bonne soirée, je vous en prie, merci. Merci. Maître Moustapha Ngwana, donc avocat pour le compte du Manidem, dans ce contentieux préélectoral dont le délibéré a été donné tout à l'heure. Je comprends que je sais que vous m'avez excusé de vous avoir interrompu et je vous donne la parole. Merci. Je vous en prie. Je tiens à dire que ce qui s'est passé effectivement au Conseil constitutionnel aura des conséquences. D'ailleurs, j'ai vu des images, des conséquences qui vont forcément entraîner des grandes déceptions. J'ai vu des images des Camerounais qui circulent à l'extérieur du pays, en face de l'ambassade du Cameroun à Paris, ou qui manifestent leur mécontentement, qui manifestent leur courroux. Donc ça veut dire que les conséquences commencent à se voir. Je pense que pour ce qui concerne le SDF, nous l'avions dit dès le début, lorsque la première liste a été publiée, que nous exprimions notre solidarité à l'endroit de ceux qui allaient, n'est-ce pas, au Conseil constitutionnel pour voir leur candidature être validée et que nous souhaitions véritablement que ce soit le cas. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais nous pensons que la bataille continue et que ce n'est qu'une partie. La guerre sera longue et je pense que ce que nous souhaitons tous, c'est qu'il y ait véritablement un changement au Cameroun et que demain, n'est-ce pas, il y ait un nouveau leadership qui prendra les rênes du pays. Donc, évidemment, nous avons une pensée, n'est-ce pas, très, très forte à l'endroit de tous ces Camerounais qui soutenaient l'ex-président du MRC, le candidat du Manidem, je veux dire Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto. Nous avons une pensée pour tout cela et nous leur demandons tout simplement de comprendre que ce n'est qu'une partie et qu'il faudrait qu'ils soient véritablement rassurés que toutes leurs revendications, toutes leurs aspirations peuvent toujours être portées
par un autre parti politique. Et je pense que le SDF l'a toujours démontré depuis sa naissance, depuis 1990. Il est prêt à porter les aspirations de tous les Camerounais. Et le chairman Joshua aussi l'a dit qu'il est prêt et que le SDF est prêt à être le prochain parti au pouvoir au Cameroun. Paul Eyum, l'incidence, l'impact politique sur la suite du processus, certainement, de ces décisions au Conseil constitutionnel. Déjà, tout le monde prend acte que le professeur Maurice Kamto. Deuxième, il faut rappeler, parce que j'ai suivi Minka aujourd'hui, il y a un tollé par rapport à l'exclusion, au rejet de sa candidature, parce qu'il a été le deuxième à des élections présidentielles. C'est pour ça que le cas Kamto fait beaucoup plus se jaser. Et aussi également le fait qu'il a été président du MRC pour aujourd'hui, et aujourd'hui se retrouve au Manidem. Donc, on s'attendait naturellement en tant que deuxième des élections présidentielles qu'il puisse être candidat. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, ça permet aujourd'hui de rebattre un peu le cadre au sein de l'opposition camerounaise parce qu'il y avait autour de la personne du professeur Kamto une espèce de stagnation. C'est-à-dire que certains de ses partisans disaient que c'était lui ou rien dans le cadre d'un candidat consensuel. Il y avait les partisans de Joshua aussi, Mathieu Bioléa. Donc aujourd'hui, le fait que lui, il ne soit plus là et qu'il soit deuxième à l'élection présidentielle, il peut soit devenir un faiseur de roi en décidant de soutenir un candidat, soit sa non-présence à l'élection fait en sorte que les autres peuvent s'organiser tout en sachant qu'il va apporter son soutien à la fin. Mais est-ce qu'ils vont véritablement se mettre ensemble? C'est là où le groupe de Douala, justement, il intervient avec son initiative. C'est de dire à tout le monde, il faut vous mettre ensemble, travailler, coordonner le travail. Ça commence déjà par les militants sur le terrain pendant la campagne. Ça commence par le recrutement des représentants dans le bureau de vote. Oui, c'est pas des représentants dans le bureau de vote. Et aussi choisir un candidat de large consensus pour éviter la dispersion des voix. Donc, dans ce cas-là, maintenant, le professeur Kamto va devoir faire face à l'histoire parce qu'il aura deux choix. Le choix du mutisme, soit le choix d'un appel au soutien d'un candidat de large consensus pour le changement. Parce que chaque voix qui n'est pas donnée, ce sera en faveur du RDPC. Donc il faudrait que tout le monde, tous les militants du MRC, leurs sympathisants comprennent que l'enjeu est bien au-delà du candidat Maurice Kamto. Et je vais dire les militants du Manidem aussi, étant donné que c'est là-bas qu'il est militant aujourd'hui, qu'ils sachent que l'enjeu est bien au-delà de sa candidature. C'est le changement que nous voulons et nous devons toujours nous battre pour ce changement. Le 12 octobre, c'est encore dans 3 mois. C'est ça l'objectif, avoir le changement le 12 octobre. Alors, on va peut-être avant tout prendre ce communiqué qui nous parvient à l'instant. D'abord, le communiqué de Dieudonné Yebga. Le Manidem prend acte de la décision du Conseil constitutionnel rendue ce jour, rejetant notre recours introduit dans le cadre du contentieux préélectoral. Cette décision, bien qu'attendue au regard des manœuvres dilatoires et des manipulations orchestrées en interne, marque un tournant regrettable dans notre trajectoire politique. Elle est la conséquence directe de la mauvaise foi manifeste et de la filouterie politique d'anciens camarades égarés et manipulés par un individu mu par des ambitions personnelles et égocentriques au mépris des idéaux collectifs du mouvement. En conséquence, les objectifs politiques que nous nous étions fixés, notamment une participation réelle, structurée et effective à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain, ne pourront être atteints. Le Manidem regrette profondément cette situation, non pour ce qu'elle représente en termes de positionnement électoral, mais pour la trahison des espoirs placés en notre projet par de nombreux compatriotes. Nous remercions tous ceux, militants, sympathisants et citoyens qui ont cru en notre démarche et les assurons que le combat pour une alternance crédible et populaire se poursuit au-delà des échéances immédiates. Fait à Yaoundé le 5 août 2025. Également, ce communiqué qui nous parvient du MRC. Communiqué suite au rejet de la candidature de Maurice Kamto, le mouvement pour la renaissance du Cameroun vient d'apprendre avec le plus grand regret le rejet de la candidature de Maurice Kamto par le Conseil constitutionnel et prend acte de cette décision. Pardon.
excusez-moi, je suis un peu grippé, face à ce qui n'est rien d'autre, rien de moins que la négation du processus démocratique, notre volonté et notre résolution de voir notre nation prospère demeurent inchangées. J'appelle donc les militants, les sympathisants, ainsi que tous les Camerounais à faire preuve de calme, de retenue et de sérénité. Vous êtes l'avenir de ce pays et il se construira avec vous et dans la paix. Le MRC a pour boussole le changement dans la paix et par les unes, et rien ni personne ne nous fera dévier de cette vision. Faire Yaoundé le 5 août, bon c'est écrit 5 juillet 2025, mais je présume que c'est une coquille. Ce sera le 5 août 2025. Le président, par intérim, Mamadou Mota. Alors ça c'est un autre enjeu, hein. Des élections dans le calme, c'est un intérêt global. Je pense que tous les acteurs, Sylvain, partageaient également cette volonté de calme, de sérénité et d'un processus transparent aussi, il faut l'avouer. Nous le pensons, naturellement, M. Pita, que tous les Camerounais sont épris de paix. Bien que nous savons qu'il y a certains mouvements annoncés, et bon, rappelons certaines gesticulations, entre autres, sur les réseaux, beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Je salue ces communiqués, ça montre à suffire que ces hommes politiques ou alors ces formations politiques sont de plus en plus en train d'être matures et de comprendre que la chose politique, la politique est un jeu auquel quelquefois on peut être en posture de difficulté, et quand on est en posture de difficulté, il faut savoir rester républicain. Je pense que c'est dans ce sens que ce communiqué d'abord du Manidem, signé par le président Yebga, et ensuite celui signé par M. Mouta, vice-président ou alors président par intérim du MRC. Parce que nous savons que naturellement, c'est les militants du MRC qui font foule, ou alors qui font la foultitude maintenant derrière le candidat du Mandem, qui est le professeur Maurice Kamto. Mandem en lui-même, c'est une formation politique qui est un peu qui sommeille, nous le savons. Donc les cibles, la masse critique qui doit être maîtrisée actuellement est la masse du MRC. Donc je salue ces communiqués et je pense que la politique continue et le Cameroun reste debout. C'est une échéance et puis ceux qui ont été recalés pourront, les années à venir, il y a déjà une élection très très cruciale, les élections locales qui viennent l'année prochaine, dans quelques mois. Je pense que les formations politiques doivent s'y atteler maintenant et commencer le travail. L'élection présidentielle sera dans 7 ans et puis tous ceux-là qui rempliront les conditions, je crois que leurs candidatures pourront passer comme une lettre à la poste. Mathurin, dans la paix, la transparence, l'équité. La paix est très importante, elle nous est tous chère, parce que sans la paix, on ne peut rien construire de solide. Donc voilà pourquoi je salue ce communiqué, qui est un communiqué empreint de beaucoup de responsabilités, beaucoup de maturité. Donc nous pensons que ce message doit être suivi par tous les sympathisants et les militants du MRC et tous les autres Camerounais, en particulier ceux qui sont dans la diaspora, parce que c'est là-bas qu'on a souvent eu l'habitude d'avoir beaucoup plus de grabuges, beaucoup plus de mouvements violents. Nous pensons que ce communiqué devrait véritablement ramener tout ce monde-là à l'ordre, ramener tous ces Camerounais-là, n'est-ce pas, à l'ordre et au calme. Parce que comme je le disais déjà, il s'agit tout simplement d'une bataille. La lutte continue, la lutte sera longue. Nous voulons véritablement arriver à un changement au Cameroun et nous ne voulons pas que le pays soit brûlé. Nous voulons qu'il y ait un changement à travers les urnes et qu'il y ait un nouveau leadership qui va porter ce pays vers des plus grandes hauteurs, vers un niveau de développement plus élevé. Comme disait le leader de l'UPC, Omniobert, n'est-ce pas, élever les standards de vie des Camerounais. Ce sont les ambitions que nous avons aussi au SDF. Et je pense que le fait d'appeler au calme, le fait d'appeler à la sérénité est une très bonne chose. Et nous appuyons également, le SDF appuie également de tels appels, parce que nous pensons que nous pourrons faire le 12 octobre le pas décisif que nous devons réaliser, le pas qui consiste à apporter le changement au Cameroun. Paul? Oui, bon, déjà, l'autre chose par rapport au communiqué, déjà, c'est une très bonne chose. Parce que vous savez,
les communiqués du MS et l'attitude de ces militants ont souvent été dénoncés, décrits par moi-même. Souvent, ils sont souvent sortis d'un certain cadre républicain, de certaines limites. Là, ça montre justement ce que Mathieu est en train de dire, la maturité. Et c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'ils sont restés positifs. Peut-être ce soir, ils sont émus sur le fait, ils sont encore sous le choc, sur le fait que celui qui était encore hier le président du parti politique en qui ils ont cru pour être président de la République, que sa candidature a été rejetée. Mais il reste positif et il reste tout à fait sur l'essentiel, comme je l'ai dit aujourd'hui, parce que le but principal, ce n'est pas d'imposer une personne au pouvoir, ce n'est pas forcément d'amener quelqu'un au pouvoir, mais c'est de trouver le changement auquel tous les Camerounais aspirent. Donc, si le MSC se met également dans cette dynamique républicaine, cette dynamique d'association, cette dynamique de coordination, de coopération, comme le voudrait le groupe de Douala, l'AFP et les autres partis politiques, je crois pour ma part, c'est l'occasion d'appeler tous les 12 candidats retenus face aux candidats de LUPC dès ce soir, de s'asseoir, de réfléchir et de se dire nous avons une dette envers les Camerounais. Il faudrait qu'on crée un consensus, nous fassions une mutualisation pour leur donner l'espoir. Parce que ce que les Camerounais ont besoin aujourd'hui, c'est du changement. Et pour qu'il y ait ce changement, ils ont besoin d'espoir. Les Camerounais veulent le changement, mais comment vont-ils se mobiliser si l'opposition ne peut pas leur donner de l'espoir? C'est à partir de l'espoir où le changement va venir. Et cet espoir, ça commence par cette coopération entre ces leaders. Nous avons vu Madame Dame de l'UDC qui a initié une réunion samedi dernier à Fumban avec 7 leaders qui étaient là-bas. Maintenant, on attend que les autres aussi se mettent en mouvement et surtout que personne ne pense qu'il est en marche. Je dis bien personne, y compris les militants du RDPC qui ont aussi besoin de changement. Ça veut dire que Minka, qui est sur le plateau, qui a soif de changement, il peut être dans cette dynamique. Ce changement, mais quand vous avez soif de changement, je sais parce qu'il attend pas changement. Je vous laisse aussi fort. Non, il faut dire. Tout Cameroun a soif de changement. Ce changement, il peut venir au sein de l'opposition, comme il peut même venir aussi au sein de l'appareil étatique, mais tout le monde a besoin du sang neuf. Nous avons besoin de renouveler les forces, les énergies. Le président Paul Biya, il a donné tout ce qu'il a pu au Cameroun. Il est maintenant temps que le Camerounais prenne en main leur destin, qu'on se mobilise tous pour qu'on ait un nouveau chef d'État à la tête du Cameroun au soir du 12 octobre. Je veux dire, Sylvain, ces décisions, évidemment, c'est un parti de l'opposition, en moins dans la cause vers le pouvoir, ça doit vous conforter, non? Je veux dire que moins vous avez d'adversité, mieux vous vous portez. Vous économisez plus d'énergie ou alors toute votre armada va se déployer sur les quelques-uns qui, d'autant plus qu'eux-mêmes ne veulent pas faire une candidature consensuelle. Non, je voudrais d'abord un peu laguer le propos de mon co-discutant. Vous soupçonnez de vouloir le changement. Donc, quand ils entendent parler de changement, nous ne savons pas ce que ça veut dire chez nous. Parce que vous ne pouvez pas chercher à changer ceux qui ont apporté le changement au Cameroun. Voyez-vous, le Cameroun en 82 et celui d'aujourd'hui n'est plus le même. Là, il faut être vraiment d'une mauvaise foi manifeste pour pouvoir dire que c'est par un coup de baguette magique que la nouvelle République viendra apporter. Alors, vraiment, ce serait très prétentieux et c'est pour ça que nous appelons aux hommes politiques actuels d'avoir de la mesure et d'être un peu très, très réservés dans leur manière, dans leur posture. Il ne faut jamais vendre le rêve aux citoyens. Il faut être réaliste. Donc, le Cameroun de demain et celui d'aujourd'hui n'est pas le même. Et peut-être celui d'après-demain ne sera certainement pas le même. Peut-être par nos républiques ou par toujours celle qui est en place. Maintenant, pour parler de votre préoccupation, non, quand vous dites que l'élimination d'un candidat viendrait conforter, ce sera sous-estimer un peu le RDPC. Le RDPC a une assise assez confortable, ça il faut le dire. Il n'y a qu'à voir les derniers résultats à la présidentielle 2018. Nous avons eu une majorité assez confortable et récemment aussi au municipal législatif. Donc, le dire serait un peu nous réduire ou alors surestimer le candidat éliminé. Non, pas du tout. Je crois qu'il y a encore même d'autres candidats plus sérieux, mais tellement l'autre fait beaucoup plus parler de lui, il harangue les foules, il y a beaucoup de gesticulations autour de lui, on penserait que c'est lui qui est le ténor de la politique, mais non. Moi, je vous dis, rentrons dans les chiffres. Déjà, un parti qui n'a pas d'élu, un parti qui n'a pas réelle assise politique. Non, on va pas s'arrêter. On ne peut pas venir dire que s'ils sont éliminés, le MS n'était même pas candidat. Ça viendrait conforter. Le MS ça viendrait conforter le RDPC. Le RDPC travaille pour son. C'est le SIF. Le RDPC parlait du SIF. Le RDPC travaille
Non, parce qu'il a évoqué l'élimination d'un candidat. Le candidat de SDF, que je félicite d'ailleurs, a été retenu. Et il a passé les deux phases. Donc, voilà des hommes politiques sérieux et des partis politiques sérieux qui savent ce qu'ils veulent ou savent ce qu'ils doivent faire. Parce qu'une candidature se prépare pendant des années. Il y a des échéances, il y a des septennats, il y a des quinquennats pour les législatives et les municipales. Donc, pendant cette période, si vous passez le temps juste à faire la diversion et la manipulation, la gesticulation, vous vous retrouvez là où vous êtes aujourd'hui. Donc, rien ne nous conforte. Au contraire, nous allons chercher maintenant encore à ratisser large et à conquérir tous ces brebis égarés qui je pense, resteront sereins et comprendront que non, le régime en place est dans un schéma qui veut vraiment l'émergence de toute la jeunesse. Déjà, vous savez sur quel prisme le président Paul Biya a mis ce septennat. C'est sur les jeunes et les femmes. Donc, quand vous dites un jeune comme M. Youm, qui est tout jeune aussi, il sait que ces 7 ans qui viennent, ce sera le boom, c'est sur le plan... Est-ce que vous avez dit que vous 7 ans le président Paul Biya? Il ne faut pas avoir des suspicions quelconques. Laissez que ce mandat passe et attendons le 12 octobre, quand notre candidat sera porté. Et avant cela, on va dérouler dans les jours à venir le programme. La mise à l'écart, quoique légale pour certains, de certains partis politiques au niveau du Conseil constitutionnel, notamment à travers ces audiences préélectorales. En tant que membre d'un parti de l'opposition, ça vous rassure, cette mise à l'écart vous rassure-t-elle dans l'espoir d'une victoire contre le RDPC, ou ça vous complique davantage la tâche? Vous dites, moins il y a des partis d'opposition, mieux vous êtes confortable, vous de l'opposition, ou moins il y en a, mieux vous êtes embarrassé? Bon, il faut le dire clairement que nous ne sommes pas réconfortés par ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel. Ça nous amène tout simplement à être inquiets. Parce que quand on dit que le droit a été dit, c'est vrai, le droit a été dit, mais le droit, c'est le résultat d'un rapport de force. Et le rapport de force, aujourd'hui, le RDPC a tous les moyens de l'État pour oppresser, pour faire dire le droit tel qu'il le souhaite. Et maintenant, ce qu'on aurait souhaité, c'est qu'il y ait une justice. Et la justice aurait été que, n'est-ce pas, que le candidat du Manidem soit véritablement réhabilité et qu'il puisse venir compétir comme je pense que... Vous parlez de quel candidat Manidem? Bon, vous avez peut-être... Pour vous, vous avez peut-être plusieurs candidats du Manidem. Mais il y en avait 2. Mais la plupart des militants, des sympathisants du SDF, n'est-ce pas, savaient que le candidat du Manidem, c'était le professeur Kamto. Nous n'allons pas entrer dans ces querelles-là, mais nous allons dire qu'il y avait un grand espoir qui était suscité par cette candidature, et je pense que c'est une déception, et ça ne nous réjouit pas. Nous sommes confiants que nous allons véritablement gagner cette victoire, et cette élection. Nous savons aussi que, comme disait Pierre Corneille dans le CID, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Nous aurons aimé véritablement que la compétition soit ouverte pour tous, et que les Camerounais puissent véritablement faire leur choix. Et nous étions persuadés que le meilleur choix pour le Cameroun actuellement, c'est le SDF, et que le chairman Joshua aussi aurait été le vainqueur, et il sera le vainqueur de la prochaine élection. Le jour après les résultats du 12 octobre 2025. Donc, nous ne pouvons pas dire que nous sommes comportés parce qu'il y a un candidat de moins du côté de l'opposition. Nous disons tout simplement que nous sommes déçus. Et nous pensons que ceux qui avaient... Nous sommes dessus parce que nous savons qu'il y a une grande frange des Camerounais qui avaient, n'est-ce pas, la volonté de voir un autre Camerounais qui a l'ambition et qui a un projet. Mais SDF est là, Joshua est là. Il ne faut pas seulement voir ça ainsi. Il faut aussi voir le fait que Joshua va porter maintenant les espoirs, les aspirations de ceux-là qui étaient mécontents, n'est-ce pas, et qui pensent que leurs ambitions, leurs rêves... Vous avez le sentiment que cette décision peut avoir un impact sur la mobilisation des électeurs? Il a quelque chose qu'il veut dire là, mais je ne sais pas. Non, puisque vous savez vous-même que ceux qui ont été le grand vainqueur de l'élection présidentielle de 2018, c'était l'abstention. 3 millions de Camerounais ne sont pas sortis de chez eux le dimanche, le jour du scrutin. Ça veut dire qu'il y a des raisons de croire que ça pourrait être le cas, mais nous souhaitons que les Camerounais puissent surmonter et dépasser cette frustration et se dire que ce n'est qu'une étape, ce n'est qu'une bataille, et que la mère des batailles, ce sera le 12
octobre 2025 et qui, par conséquent, il faudra que tous les Camerounais qui sont inscrits, on parle de 8 200 000 électeurs pratiquement, il faudrait que tous ces Camerounais-là sortent de chez eux pour qu'ils aillent voter. Et bien sûr, au terme de ce scrutin, ce sera le changement au Cameroun, ce sera l'allégresse, ce sera la joie, parce qu'en fait, on aura tourné la page de monsieur Biya et on aura tourné la page du RDPC. Paul, moins il y a des candidats de l'opposition, ou et moins la victoire contre le RDPC est-elle plus compliquée? Non, il faut, si on est sérieux, honnêtement, si on est sérieux, il faut qu'il y ait le moins de candidatures possible. Déjà, en 2018, on avait 9 candidatures. À la veille du scrutin, le bâtonnier Akeyomouna s'est rangé derrière le professeur Kamto. Donc, on s'est retrouvé. Le lendemain matin, il y avait déjà une difficulté, c'est qu'il y avait les bulletins de vote d'Akeyomouna, bien qu'il se soit retiré la candidature. Oui, c'est pour ça que, oui, tout à fait, c'est pour ça qu'il faut tout faire avant l'impression des bulletins de vote, que les jeux d'alliance, de consensus se fassent pour qu'on ait qu'un seul, ou disons du moins un candidat de large consensus. Moins il y a de candidats, plus l'opposition a des chances d'arriver au pouvoir. Parce qu'il y a le peuple du changement qui est là. C'est Camerounais qui aspirent au changement. Mais la majorité d'entre eux, je dirais même plus de 90%, ce sont des indécis. Et si j'ajoute encore les militants du Manidem et du MSC qui sont actuellement dispersés, ça fait plus de 95% qui sont indécis. Or, ces personnes-là ont besoin d'avoir des références. Ces références, plus il y a des candidats de l'opposition, plus les voix sont dispersées. Pour avoir donc le moins de voix dispersées, il y a des candidatures autour desquelles nous pouvons travailler, comme celle du ministre Bello Bouba Maïgari, qui est candidat de l'UNDP. Il faut que je le rappelle, l'UNDP est le deuxième parti politique au Cameroun après le RDPC, parce qu'ils ont un conseil régional, ils ont 7 députés. Un conseil régional? Oui, j'ai dit ils ont un conseil régional, bien sûr, ils dirigent un conseil régional. Le conseil régional d'Amara, c'est l'UNDP. Ils ont 7 députés, ils ont de nombreuses mairies, ils ont des centaines de conseillers municipaux, ils ont même des membres du gouvernement. Donc, le candidat Bello, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, autour de qui on peut former ce consensus. Vous avez le bâtonnier Akeyomouna, qui est un candidat assez crédible, qui également a été un des grands acteurs de la dernière élection présidentielle. Vous avez Cabral Libi, etc. Donc, il y a des profils, mais il faudrait qu'on amène les uns et les autres à laisser leur ego, à comprendre qu'au moment actuel, il s'agit du Cameroun. Vous avez vu le communiqué du MSC qui, malgré l'élimination de son ancien président, candidat du Manidem, c'est-à-dire au professeur Kamto, continue à dire on doit mener la bataille. Est-ce que c'est ceux-là qui sont candidats, est-ce qu'ils n'écoutent pas ce peuple camerounais-là qui leur dit mettez-vous ensemble? Parce que s'ils vont, comme Mathieu a dit ici, que le SDF va gagner, si on commence avec ce genre de discours dès à présent, on est déjà en train de construire la défaite du peuple. Parce que l'élection qui arrive, c'est l'élection du peuple camerounais. Ce n'est pas l'élection des candidats. Le rendez-vous entre un candidat et le peuple. Non, vous, Minka, je sais. C'est le rendez-vous entre un candidat sérieux et le peuple. Vous êtes libre de soutenir quelqu'un qui est aux affaires depuis 65 ans, qui a 92 ans. C'est votre choix. Non, on veut le changer. Là, je n'ai pas un programme politique. Non, on va vous le dire comment. Vous allez comprendre ça comment. Personne n'a dit que c'est un programme politique. Je vous rappelle juste qu'il a 60 ans de haute administration. Nous sommes en train de dire ceci. Vous avez dit que vous voulez le changement. Laissez ceux qui veulent le changement. Changement quoi d'âge? Non, on ne veut pas. Ce n'est pas un changement d'âge. Nous voulons un changement de paradigme, un changement de système. Le président Paul Biya, depuis 43 ans, c'est le même système. Et ce changement aujourd'hui, c'est le peuple du changement. Cameroun va devenir rectangulaire. Il est triangulaire. Vous voulez le transformer en rectangle. Monsieur Minka, je sais que vous êtes bon pour la distraction. Vous n'avez pas me distraire. Non, je ne suis pas en train de vous distraire. Je suis en train de dire ceci. Le peuple, l'élection du 12 octobre à venir, c'est l'élection du changement. Vous avez fait un développement tout à l'heure en misant sur, du moins en faisant un clin d'œil au président Bello Bouba de l'UNDP. Naturellement. Vous n'êtes pas souvenu que Bello Bouba a presque toujours été un allié du RDPC. Même si, et d'ailleurs, au départ de l'élection, du moins en 92, ça a déjà été le cas, il était avec l'opposition, après il s'est retrouvé allié. Au fil du temps, il a des candidats pour les élections locales contre le RDPC, mais au moment de la présidentielle. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à la dernière minute, du moins il ne s'est pas encore prononcé non plus, voilà. Et on ne peut pas dire qu'il ne discute pas avec tout le monde, voilà. Y compris le RDPC. Vous savez, pour nous, à l'AFP, nous avons toujours dit une chose, y compris même les partis qui sont au sein du gouvernement, comme le PADEC du ministre Momo, y compris même le RDPC, nous n'excluons personne. Il s'agit du Cameroun, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'ensemble des personnes qui pensent
qu'elle soit du pouvoir, qu'elle soit des partis d'opposition, qui pensent que nous devons avoir une nouvelle manière de gouverner notre pays, nous devons remettre notre pays sur les rails. C'est cet ensemble de personnes qui sont concernés. Le ministre Bilobou a rappelé quelque chose de très important. Oui, c'est vrai. Il était dans l'opposition, il a fait l'alliance, il dit qu'il ressort. C'est pareil pour le cas du ministre Chiroma Bakary. Mais nous ne voulons pas faire de procès en sorcellerie, nous ne voulons pas faire de procès d'intention à qui que ce soit. Maintenant, c'est la maturité des acteurs politiques et celui qui va s'amuser, je dis bien celui qui va s'amuser à vouloir distraire le peuple, à dire le moment venu, à qui le peuple va accorder sa confiance, au moment venu d'aller passer les accords pour lesquels le peuple ne l'a pas mandaté, qu'il sache qu'il portera ce peuple sur la tête. Il faut que tout le monde le sache. C'est sous forme de menace, on menace pas. Non, ce n'est pas de la menace. Ils ne font que ça. Ce n'est pas de la menace. Finalement, qui est même le... On n'a pas dit qu'on va faire quelque chose à la personne. Qui est même le porte-parole de ce peuple? C'est terrible. J'ai dit que la personne va porter ce peuple. Je n'ai pas dit qu'on va faire quelque chose à la personne. J'ai dit il va porter. On va prendre quelques messages. On va prendre quelques messages qui nous arrivent. J'aimerais saluer la clairvoyance de Paul Eyoum. Sur un de vos plateaux de cartes sur table, il avait demandé à M. Emmanuel Kounié ce que le MRC allait faire si la candidature du professeur Maurice Kamto n'était pas validée. Nous y sommes maintenant. Le temps lui a donné raison. Alors, le MRC, l'ancien parti, je le rappelle, de Maurice Kamto, appelle au calme, à la sérénité et à la poursuite du processus. Il ne faut pas faire de confusion. Tout à fait. We need all opposition on the table for teamwork. C'est un message qui nous vient de PK12. Bonsoir, cher Parnélis. J'aimerais, si possible, participer au débat. Bon, il nous écrit du Congo. On aura l'occasion certainement d'appeler notre ami Chris Moelet. Bonsoir, cher frère. D'ailleurs, il peut participer puisqu'il nous a depuis le Congo. Cher Christ, envoyez vos messages. Hein. On participe par WhatsApp et non autrement. Envoyez vos messages depuis le Congo par WhatsApp. On va les lire certainement. Bonsoir, cher frère. Moi, c'est Serge Aimé Mouloum. Alors, je fais une remarque surprenante, celle de la joie de l'avocat Homme suite au rejet des deux candidatures, comme s'ils ont réussi une de leurs missions. Il n'a pas manifesté. Non, Maître Homme, je le rappelle, vous l'avez peut-être mal suivi, c'est d'ailleurs dit. Il s'est dit très déçu par la décision d'aujourd'hui et que son client va se battre pour entrer dans ses droits avec détermination parce qu'il pense qu'il est en droit d'être le président de ce parti. Bonsoir peuple camerounais, tout ce que nous demandons dans ce pays c'est la paix. Bonsoir à vous au plateau et merci pour le bon débat. Moi je pense que le Cameroun a plutôt besoin d'un président qui pourra nous conduire vers le changement et non une personne, puisque ce que je vois c'est comme si c'est une personne qu'on veut voir à la présidence. Mais c'est plutôt un président du changement dont le Cameroun a besoin. Merci à vous et bonne soirée. Stéphane depuis Baladeur. Bonsoir à vous sur le plateau. Pour moi l'élection du 12, nous connaissons déjà le vainqueur. Alors, on va certainement sortir de moment à l'autre d'ici environ 7 minutes. Cher monsieur, pour la suite de ce processus, donc, comment vous le percevez? Est-ce que la dynamique électorale va définitivement se mettre en branle? Je parle surtout SDF, vous n'étiez pas concerné par le contentieux. On n'a pas non plus l'impression que la dynamique a déjà mordu. À quel rythme là maintenant on va... Bon, il faut dire quand même que depuis plusieurs années, nous sommes sur le terrain, nous sommes en train de travailler. Le chairman du SDF, l'honorable Joshua aussi, a quasiment déjà fait depuis le dernier congrès qui a eu lieu en 2023, le 27, 28, 29 octobre 2023. Depuis cette période-là, le chairman a fait 3 fois le tour du pays. Ça montre que nous sommes déjà actifs, nous sommes sur le terrain et que véritablement nous attendions aussi que le Conseil constitutionnel donne son verdict, n'est-ce pas, sur la liste des candidats qui sont retenus pour cette élection. Et nous pensons que maintenant que nous sommes en train de sortir de ce moment, il va sans dire que les choses vont véritablement prendre une autre vitesse et que nous allons nous déployer sur tout l'ensemble du territoire national. Nous sommes, le chairman du SDF l'a dit, nous sommes ouverts à toute coalition, nous sommes ouverts à toute discussion, n'est-ce pas, afin que nous puissions avoir un regroupement fort
des partis politiques dits de l'opposition en face de celui du RDPC. Et il faut évidemment que les Camerounais le sachent, tout dépendra d'eux. La balle est dans leur camp. S'ils veulent véritablement que nous continuions avec ce régime qui est là depuis plus de 43 années et qui nous a plongé dans les conséquences, dans la vie difficile que nous avons aujourd'hui, système éducatif qui est quasiment déjà, comment on va dire ça, brinque-brallant, le système de santé, le transport et déplacement. Aujourd'hui, à plusieurs reprises, on a eu des régions entières coupées en deux, difficulté de se déplacer d'une région à une autre. Donc, tout ce bilan négatif, si nous souhaitons que ce bilan soit véritablement, qu'on tourne la page de ce bilan, de cette réalité-là, c'est à nous, ça dépend de nous, ça dépend des Camerounais, c'est à eux de se décider une fois pour toutes, afin qu'on ait un nouveau souffle. Parce que depuis 1958, c'est le même régime, le régime d'Amadou Ahidjo, jusqu'aujourd'hui le régime de M. Biya. Il faut véritablement qu'on ait une nouvelle respiration. Une nouvelle respiration, c'est quoi? C'est qu'il faut un nouvel homme avec une nouvelle vision, un nouveau leadership avec beaucoup plus d'énergie. Et je pense que le SDF, depuis 1990, nous sommes auprès des masses, nous sommes auprès des Camerounais. Nous avons démontré à suffire que nous sommes prêts à diriger ce pays et que si les Camerounais le veulent, ils pourront avoir véritablement un nouveau changement dans ce Cameroun. Paul, oui, après... je voudrais dire en une minute, je voudrais dire au Cameroun qui nous regarde, l'élection qui arrive le 12 octobre prochain n'est pas l'élection des candidats, elle n'est pas l'élection des partis politiques, elle est l'élection du peuple. Le peuple, pourquoi? Parce que le changement que nous voulons, c'est un changement populaire. Ça veut dire que les partis politiques comme le mien, l'AFP, l'UPC, le MRC, qui n'ont pas de candidats, doivent déjà se mobiliser leurs militants pour se mettre sur le terrain, vérifier que les gens ont bel et bien retiré le carte d'électeur, mobiliser les électeurs pour aller le jour du scrutin dans les bureaux de vote, rechercher les représentants des bureaux de vote et aussi travailler avec les partis politiques qui ont des candidats pour trouver un candidat de large consensus. Personne, je dis bien, personne ne doit rester chez lui le 12 octobre. Chaque Camerounais doit faire valoir son droit de vote et faire son devoir de citoyen, qu'il fasse son choix. Si les Camerounais décident que c'est le président candidat du RDPC, le président Paul Biya, qui est réélu, s'ils décident que c'est un candidat de l'opposition, il est de leur devoir de s'exprimer le 12 octobre. Mais nous voulons que les 8 millions d'électeurs de Camerounais puissent s'exprimer pour l'avancée démocratique et républicaine de notre pays. Sylvain. Oui, bon, très cher député, je crois que maintenant toute querelle est évacuée. Nous devons nous concentrer maintenant sur l'essentiel. Déjà, nous, en interne, il y a déjà certaines résolutions qui ont été prises, certaines directives du parti, notamment la circulaire du président national, signée en date du 3, du 25 juillet, qui nous donne des directives. Comment est-ce que préparer le terrain dans l'optique de la prochaine campagne électorale. Donc, ça veut dire que le RDPC est déjà sur pied et a commencé déjà à mettre ses états-majors en place, sensibiliser et ratisser encore plus large, et aussi aller vers les militants de certains autres partis, certains qui sont peut-être délaissés ou en divagation, les mettre en confiance et les vendre notre programme afin de plébisciter à grand nombre notre président national, notre candidat, le président Paul Biya, le 12 octobre 2025, afin de parachever son œuvre gigantesque et titanesque qu'il a engagée depuis 1982, qui, vous savez, ce n'est pas à ce moment que le Cameroun pourra le bateau Cameroun pourra naufrager quand le gouvernement est bien tenu par le commandant qui est le président Paul Biya. Donc nous, RDPC, nous sommes sereins, nous continuons le travail et encourageons tous ceux-là qui ont été recalés, nous tendons la main, qu'ils viennent et nous rejoignent pour que nous puissions parachever ensemble l'œuvre qui portera le Cameroun à l'émergence d'ici 2035. Évidemment, nous ajoutons notre voix, celle des partis politiques, notamment le MRC, le Manidem, qui se sont exprimés déjà tout à l'heure, pour dire qu'on a besoin d'une élection dans la paix, dans la sérénité, dans la transparence, dans l'équité, que chacun joue son rôle, afin que, évidemment, le Cameroun survive au-delà des incompréhensions politiques des uns et des autres. Pour les yeux, merci. Sylvain Minka, merci. Merci également à Mathurin Biol. Demain, 18h30, on sera à nouveau là pour l'analyse et les commentaires autour de cette élection présidentielle. Mais déjà ce soir, à 20h, retrouvez Christelle Asek-Souelé et Makeda Lady Newton pour le 20h bilingue sur STV. Bonsoir et à demain.